Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bienvenue dans la 119e émission de Et si on parlait de sport ? Le sport, c'est plus qu'un jeu, c'est du cœur, de la sueur, du talent. Dans chaque épisode, on vous embarque au plus près de celles et ceux qui vivent le sport à fond. Préparez-vous, ça va bouger, vibrer et inspirer. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Semper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Des coéquipiers fidèles qui jouent collectif avec nous. Merci aussi à toute notre Dream Team, animatrices, animateurs, chroniqueurs et consultants, toujours prêts à mouiller le maillot. Le coup d'envoi est donné. Alors, et si on parlait de sport ? Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. Au sommaire, la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec le débriefing des quarts de finale de la Coupe du Monde et un focus spécial sur cette rencontre France-Irlande. En première mi-temps, aujourd'hui, nous allons parler d'athlétisme, un sport universel qui fait vibrer les stades du monde entier, mais qui se vit aussi au quotidien dans nos clubs locaux. Pour en discuter, nous recevons un invité qui connaît parfaitement ces deux dimensions, Joris Chapon, vice-président du comité Haute-Garonne d'athlétisme et coach au club 632 d'athlétisme. Avec lui, nous reviendrons sur son parcours personnel, son engagement au service du développement de l'athlétisme en Haute-Garonne et bien sûr sur l'activité brûlante des championnats du monde à Tokyo où les plus grandes stars de la discipline s'affrontent actuellement. En deuxième mi-temps, nous allons plonger dans l'univers du rugby à 13 et plus particulièrement dans l'actualité du Toulouse Olympique 13 qui nourrit de grandes ambitions avec l'élargissement de la Super League 14 clubs prévu pour 2026. Pour en parler, nous recevons Olivier Dubois, président du Toulouse Olympique 13. Avec lui, nous allons revenir sur le bilan de la saison, les forces de l'effectif, les projets de l'avenir du club, mais aussi les enjeux du développement du rugby à 13 en France face à la concurrence du 15 et du 7. C'est la 119e émission de Et si on parlait de sport ? Place à la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec nos consultantes et consultants Daniel Irazu, Amélie Lemaé et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport ? La chronique. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin et que nous vous proposons dans Et si on parlait de sport ? Cette semaine, on revient bien sûr sur ces quarts de finale, 4 affiches, 4 histoires différentes et déjà un parfum de légende pour ce tournoi en Angleterre. Pour débriefer ces rencontres, j'ai le plaisir d'être entouré de 3 passionnés d'Ovalie. Daniel Irazu, qui est ancienne internationale et coprésidente du Stade Andayet de rugby. Amélie Mahé, joueuse du TUC Rugby, championne de France fédérale 2. Et Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, qu'on ne présente plus quand il s'agit de rugby. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par toi, Daniel. On va parler de toutes ces rencontres et on va commencer par la Nouvelle-Zélande face à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu peux nous dire, tes impressions sur ce match ? Est-ce que ça confirme ce que tu avais vu ou pas ? Alors, ça confirme effectivement mes interrogations quant à la faculté ou de la Nouvelle-Zélande de contrer la puissance sud-africaine. La stratégie de l'Afrique du Sud, elle était bien annoncée avec un bar en 7-1. On a bien vu en première mi-temps avec un 10-10 à la mi-temps que l'Afrique du Sud a dominé physiquement avec des gourdes charges et des molles puissants la Nouvelle-Zélande qui a déroulé évidemment son jeu en deuxième mi-temps. L'Afrique du Sud n'était pas en capacité de tenir plus longtemps, mais c'était pas très beau, mais cette première mi-temps de l'Afrique du Sud était très efficace. Amélie, est-ce que tu penses que cette Nouvelle-Zélande monte en puissance ? Oui, c'est ce qu'on avait prévu, des phases de poule qui étaient un peu en demi-teinte par rapport à ce qu'on sait qu'elles sont capables de proposer. Une première mi-temps tout à l'honneur des Sudaf qui ont tenu tête aux Black Ferns. Ce 10-10 à la mi-temps est très honorable et je pense qu'elles devront en tout cas partir sur cette mi-temps très prometteuse pour leur avenir rugbystique. Et après, malheureusement, voilà, la technique de jeu, la densité physique, elles ont éclaté tel du popcorn et malheureusement, elles n'ont rien pu faire contre les essais qui se sont enchaînés côté Néo-Z. Bernard, est-ce que cette Afrique du Sud n'était pas un peu fatiguée du match d'avant, justement ? Est-ce que ça peut expliquer un petit peu la deuxième mi-temps ? Fatiguée, je ne crois pas. Elle savait au fond d'elle que pour
bousculer les Black Ferns, il fallait qu'elles tiennent sur la durée. Elles ont proposé un féroce combat durant cette première mi-temps pour terminer à 10-10 à la pause. Elles ont été très très fortes sur leur base, très fidèles sur les ballons portés, les mêlées, mais elles ne pouvaient pas continuer sur ce rythme. L'histoire est à 46-17. On passe au deuxième quart de finale parce que là, on a vu aussi quelque chose dont on pressentait la puissance, c'est le Canada, Amélie. Oui, le score est sans appel. Elles n'ont pas laissé beaucoup d'espoir et elles confirment cette place de deuxième nation mondiale. Je pense que ça va être une demi-finale très accrochée avec les Néo-Z et elles devraient enfin, l'une comme l'autre, avoir une réelle opposition. Donc ça va être, je pense, un très très beau match et on va voir si ces scores fleuves proposés par le Canada vont peut-être pouvoir enfin faire douter les Néo-Z. Est-ce que c'est ton impression, Daniel ? Oui, je pense la même chose, sauf que quand même, je souligne ma surprise de voir quand même l'Australie prendre autant de points. Je pensais pas qu'elle prendrait un score sans appel comme ça, 46-5. Même si les Canadiennes sont plus expérimentées de phase finale, l'Australie a quand même un passé rugbystique au féminin qui méritait quand même un peu plus de répondants, à mon avis. T'as une explication, Bernard, sur cette Australie un petit peu en dessous de ce qu'on espérait peut-être ? Une explication, je renouvellerai depuis le début que nos analyses, sans être dans le secret des dieux, le Canada est une nation que l'on attendait. Personnellement, j'en fais encore plus qu'un trouble fait pour le prochain match. Je passe la domination sur l'Australie et je rejoins complètement Daniel qui avait vécu 2 têtes et 40 kilos quand tu étais très jeune. Oui, l'Australie doit progresser encore, elle offre un bon jeu et elle reviendra. Mais le Canada, moi il me tarde d'aller voir contre la Nouvelle-Zélande. Que chaque match est un match. On l'a encore vu les Françaises qui, accordons-le, on va le voir plus loin, heureux de... Vas-y, enchaîne sur les Françaises justement parce que on sent que tu as envie de lâcher. J'avais envie. Comme je dis, respirons un bon coup, ça va mieux. Mais ce match France-Irlande où on a failli prendre l'eau. Oui, alors on a pris l'eau et le vent, puisqu'il y avait quand même des bourrasques à 60 km/h et une pluie permanente. Et on avait dit, les matchs, il faut les gagner. Je reviens sur ce credo. L'Irlande avait pour elle ce fighting spirit, cet engagement, cet état d'esprit dans la tourmente du stade. On a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le match. Curieusement, on s'est fait bousculer alors qu'on avait pris confiance, notamment en mêlée. Et heureusement que la défense, effectivement, depuis le début, est encore là. Construisons notre prochain match. On est heureux d'être en demi-finale. Il faut le saluer, il faut les supporter, mais il ne faut pas gagner les matchs avant. Il faut en tenir le son. Daniel, toi qui connais ce type de match, puisque tu étais dans cette équipe de France, comment tu l'as vécu ce match ? Je l'ai vécu un peu stressé. C'est vrai que c'était un vrai ouf de soulagement parce que c'est un 13-0 à la mi-temps. C'est pas souvent quand même contre l'Irlande, mais en même temps, oui, Bernard l'a souligné, les Irlandaises avec leur fighting spirit, elles l'a jamais. Et puis là, pour le coup, on a été un peu complètement absente. C'était vraiment une première période ratée. Alors oui, il y avait la pluie, il y avait le vent, mais ça fait partie des aléas, au même titre que l'arbitrage auquel il faut s'adapter, et surtout dans les matchs de haut niveau. Bon, l'essentiel est là. On nous attendait en demi-finale. Maintenant, et on va voir. Dans les points positifs, effectivement, cette défense était exemplaire de courage. Elles ont été combattantes et révoltées à un moment crucial, juste avant la mi-temps. Je pense que si on prend un essai à ce moment-là, peut-être que le scénario n'est pas le même. Et après, moi, j'aurais encore une fois souligné le facteur X Johanna Grisez, qui, grâce à sa vitesse, nous a nous a soulagés, quoi. Et puis aussi la rentrée de Manon Bigot. Le banc, Daniel, très remarqué. Ensemble, le banc, Migaud, oui. Dewey, Okemba, le banc a joué comme dans le rugby moderne, pleinement ce qu'on attendait d'elle. Il faut le saluer et on leur doit beaucoup au collectif et surtout au banc cette fois-ci. Et justement, je voulais juste rebondir sur Zoro Johanna Grisez qui est arrivée avec 80 mètres de parcouru. Amélie, comment tu l'as vu ça ? Parce que moi, je me suis senti, j'ai poussé avec elle, je courais avec elle derrière pour que ça marche. Quoi. Alors, autant vous dire que moi, pour avoir regardé le match dans un bar à Perpignan après ce week-end d'inté avec le TUC, j'y ai perdu ma voix à hurler sur elle. Au même titre que Gaëlle Mignon, regardez cette vidéo, elle est assez incroyable. Extraordinaire. Si cette course est incroyable,
partons du point de départ, hein, Manon Bigot. Hein. Ce grattage est exceptionnel, Oui. cette rentrée est exceptionnelle et elle montre tout le positif qu'elle apporte à cette équipe. Hein. Léanie Corson, ancienne internationale, avait publié cette semaine l'Irlande, c'est toujours du gros combat. Quelle prémonition pour ce match. Hein. On a perdu quelques kilos de sueur, nous aussi, devant nos télés. Et ça a été jusqu'au bout du match ultra stressant. En même temps, on vit aussi pour ces émotions. Les émotions, elles sont positives, nous, supporters français. Merci, mesdames les Irlandaises, d'avoir proposé ce jeu, d'avoir repoussé les Françaises dans leur retranchement, et ce, dès les premières minutes, en espérant que ça ait un impact aussi sur le mental des filles pour se transcender samedi contre les Anglaises. Il faut peut-être parfois justement ces matchs coup près pour essayer de passer le dernier cap qu'on n'a jamais réussi à passer, à savoir atteindre une finale. Bon, comme tu as le ballon, Amélie, justement, tu viens de le faire, l'Angleterre. Angleterre-Écosse. Comment tu as vu ce match où bon, ils se sont quand même baladés, mais bon, ton impression? Ouais, ça a été un match à sens unique, hein, terrible pour les Écossaises qui, sur le papier, avaient quand même très peu de chances de bousculer les Anglaises. Moi, je mettrais juste du côté des petits, cet essai écossais à la 82e de l'ailière Lloyd, que j'ai trouvé magnifique d'opportunisme. Elle se relève, elle pleure parce qu'elle marque, elle sauve l'honneur de son équipe, et elle pleure parce que la Coupe du Monde se termine aussi. J'ai trouvé ça très beau et ça montre tout le courage des équipes qui, malgré ces énormes combats qu'elles ont dû mener contre des nations insurmontables, n'ont jamais rien lâché durant toute cette Coupe du Monde. Bernard, toi de ton côté, la machine est en marche, l'Angleterre, c'est le tank qui avance, quoi. Ah oui. Les Red Roses, et c'est très joli d'ailleurs comme nom, ont confirmé l'adage no scrum, no win. Et on y est. On a cru révolutionner le rugby ces dernières décennies. Donc, sans mêler, et c'est pas Daniel qui va me contredire au risque de prendre un coup de casque, même d'Andaille. No scrum, no win. Elles sont complètement dans la conquête et pour gagner un match. Pour gagner un match, numéro 1, il faut être fort. Mais la défense, le truc, l'occupation, la pression, les journalistes s'en nourrissent tous les jours. Non, la mêlée. La mêlée, c'est ce qui fait le plus de mal aux têtes et le plus de mal au physique. Donc, elles sont surpuissantes en mêlée, et donc, de le savoir, c'est quelque chose, de s'y préparer, ça doit être dur. Et elles sont difficiles à jouer, elles sont difficiles à vaincre. À côté de la mêlée, c'est la meilleure attaque de la compétition. Attention. Et quand on a bousculé Anna Botterman, qui va revenir plus fraîche que jamais, elle va amener sa part de rudesse, mais derrière, elles envoient du ballon. Donc, moi, j'en fais, comme nous tous, les favorites depuis le début. Elles sont surmotivées, elles sont puissantes. L'ennemi de l'Angleterre, c'est l'Angleterre. De ton côté, Daniel, tu as vu un peu la même chose. Comment tu vois ces Anglaises? Je vais pas dire autre chose que ce qu'ont dit Amélie et Bernard, si ce n'est que oui, effectivement, Anna Botterman revient, mais on a aussi vu une Clifford impressionnante, et que nous devant la mêlée, ça a été la surprise négative. Il va falloir se retrousser les manches effectivement pour contrer cette mêlée, et comme il dit Bernard, elles ont un jeu très très complet, hein, les Anglaises. Donc parce que tu parles de la mêlée, mais les mauls aussi ont été quand même assez. Les mauls aussi, oui. La mêlée, les mauls portés, les ballons portés, elles sont. Nous, on n'a pas été du tout terrible dans ce domaine-là, alors que jusqu'à présent c'était pas mal. Bon, le match d'opposition, de préparation de Mont-de-Marsan, c'était un match de préparation. Si on regarde les matchs officiels, on n'a pas été trop loin. Un match est un match, hein, donc on verra bien. Hein. Mais il y a possibilité de passer. Il faudra combler les manques. Puis attention à l'indiscipline, quoi, parce que 18 pénalités, là, ça c'est pas possible à ce niveau-là. Au-delà de 10, on peut dire que c'est rédhibitoire, et pour elles avancent. Oui, on a parlé de la mêlée, on a parlé des molles, elles avancent dans toutes les formes de jeu. Ce qui est le rugby, effectivement, dans l'éducatif, dans ce qu'on apprend, le rugby, c'est pas compliqué. Il faut avancer et marquer. C'est tout, c'est pas la peine. Mais avancer, c'est compliqué. Marquer, c'est pas toujours facile. Alors, si on prend un peu de recul, Amélie, on va commencer par toi. Qu'est-ce qu'on retient de ce week-end, si on fait un petit recul par rapport à ce qu'on s'était dit au démarrage de cette Coupe du Monde? Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada, France, ils sont au rendez-vous? On avait prédit ces 2 demi-finales. On a ces 2 demi-finales. Le chemin a été plus laborieux pour la France. On aurait préféré qu'on arrive avec peut-être plus de confiance pour samedi. Je reste persuadée que des matchs difficiles peuvent construire encore plus vite une équipe. Donc 4 équipes au rendez-vous.
j'aime à croire qu'on peut toujours espérer de belles surprises pour une finale. Donc je ne viserai pas un Nouvelle-Zélande-Angleterre. J'ai bien envie de voir un Canada-France. Daniel, de ton côté? Effectivement, les 4 cadors du rugby féminin mondial sont bien au rendez-vous des demi-finales. J'ai connu des oppositions différentes, mais dans l'autre sens plutôt. Mais bon, c'est les mêmes demi-finales que 2021. Il y a pas de surprise par rapport à ça. Ça, oui. C'est à noter. Effectivement, j'avais pas noté. Ouais. Ce sont les mêmes. On est là aussi pour t'informer. Exactement. Merci, messieurs dames. C'est les mêmes demi-finales. Ce qu'on peut dire effectivement sur le dernier carré qu'on avait imaginé, bon, il fallait pas une grosse boule de cristal. Parmi les 16 équipes, on savait que... alors, 3 équipes dominent effectivement et mettent 40 et plus de 40 grains. Nous, dans la difficulté 18-13, on passe un peu dans la douleur. Il va falloir s'en servir. On n'a plus rien à perdre. Si on a la chance que le vent nous laisse tranquille. Oui, j'allais être un peu taquin. Est-ce que la météo nous a pas un petit peu handicapés? J'ai appelé Evelyne Delia hier. Elle nous annonce que du beau temps et une brise légère. D'accord. Donc, alors après, il restera le problème de l'arbitrage. Alors là, j'ai pas appelé Evelyne Delia, j'ai appelé mon avocat, effectivement, qui est déjà sur le dossier. Ça se joue en Angleterre quand même, hein? Oui, donc, non, en rugby, il faut arrêter de parler de l'arbitrage. Il faut faire perdre l'habitude de parler d'arbitrage. Un arbitre n'empêche jamais de gagner. J'ai entraîné pendant longtemps des jeunes, je ne voulais pas entendre parler d'arbitrage. Un arbitre, quelle que soit son intention, et ils n'ont plus de mauvaises intentions. Il ne t'empêche jamais de gagner un match. Voilà, ça au rugby, il faut le garder. La dernière question importante à tous les trois. Les demi-finales s'annoncent palpitantes. Un petit peu vos pronostics, si on prend dans l'ordre Nouvelle-Zélande-Canada. Duel de puissance et de vitesse, ça vous va comme esprit? Oui, tout à fait. Comment vous voyez la chose? Allez, Amélie. Petite précision sur ce qu'on a dit, ce sont effectivement les 4 demi-finalistes de 2021. Les affiches sont inversées, alors pourquoi pas avoir de belles surprises. Moi, j'ai envie de miser sur le Canada. Hein. Je pense qu'on peut avoir de très belles surprises. En tout cas, j'ai hâte de voir cette opposition qui va montrer toutes les perspectives possibles pour ces 2 équipes. Donc je mets une pièce sur le Canada. Je te rejoins. Les Néo-Zélandaises, dont il faudra se méfier jusqu'au bout, ont quelques difficultés à rentrer dans les parties, les premières périodes, et ont besoin de temps pour dérouler et développer. Les Canadiennes ont les moyens de les faire douter plus. Le Canada me plaît, bien sûr, les Black Ferns sont les Black Ferns, elles nous feront toujours rêver, mais il faut gagner le titre, là, il n'est pas question d'aimer ou ne pas aimer. Allez, Daniel, tu conclus. Alors, Nouvelle-Zélande-Canada et t'enchaînes sur Angleterre-France. Effectivement, je pense que ça serait un match très serré. Effectivement, le Canada est capable de contrer la Nouvelle-Zélande, je pense. Mais quand même, en connaissant les Blacks et en les ayant joués, je me dis qu'elles sont toujours présentes au grand rendez-vous. Et que les cadres Woody Portman, elles vont prendre le jeu à leur compte et je suis sûr qu'elles passeront au final. Et après, pour Angleterre-France, alors j'ai lu dans la presse, c'est incroyable de jouer contre elles chez elles. Alors ça m'a un petit peu agacée quand même. J'aimerais pas que les Françaises soient spectatrices parce qu'elles vont être dans un stade rempli derrière les Anglaises, qu'on dirait qu'elles les admirent. J'espère que ça sera pas le cas. Ensuite, par contre, ce qu'elles ont montré en résilience, en force de caractère contre l'Irlande, je pense que c'est un groupe très soudé et qui, dans l'adversité, va savoir se relever. Donc, effectivement, ça sera très difficile. On dit depuis le début que l'Angleterre, elle est archi favorite et effectivement, on dirait que elles sont dans un autre monde. Mais j'ai envie quand même de croire à la force de caractère de l'équipe de France. Alors, on parle d'exploit, Bernard? Oui, alors je reprendrai ta jolie phrase, je te sais littéraire, Daniel, et je bois tes paroles. Incroyable n'est pas raisonnable, mais n'oublions pas l'adage français. Impossible n'est pas français. Mais vu la supériorité, on n'est pas favori, on est d'accord, on ne va pas se mentir. Oui. Mais impossible n'est pas français ne suffira pas, l'adage ne suffira pas. Il faut aller les chercher, on n'a aucun risque, il faut y aller. La conclusion pour toi, Amélie? Le stade de Bristol va être entièrement acquis à la cause anglaise. Ça va mais on sait que tu seras là-bas. Évidemment. Donc comme tu seras là-bas, automatiquement... Alors, si on fait l'émission lundi prochain, je pense que je vais revenir à Faune. Ça, c'est une certitude. Effectivement, j'ai la chance d'être à Bristol samedi après-midi. J'ai hâte de titiller les supporters anglais. On n'a rien à perdre.
elles n'ont strictement rien à perdre. Il va falloir dérouler et puis voilà, l'exploit, s'il faut le faire et enfin battre ces Anglaises et mettre fin à autant de matchs de victoire, et ça se fera samedi après-midi et en tout cas j'y amènerai tout mon cœur et toute mon âme de françaises chevronnées et patriotes pour les pousser derrière leur but et compter sur moi pour bien les encourager. Chevronnées et chauvines. En espérant que Rose Bernadou et Lina Queiroy soient aptes à jouer après leur protocole commotion. Merci à tous les trois, c'est toujours un plaisir, on se régale avec vos commentaires. On se retrouve donc la semaine prochaine pour analyser ces demi-finales et espérer voir nos Bleus réaliser l'exploit de battre enfin les Anglaises. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Et allez les Bleus. Et maintenant, merci. Maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec Joris Chapon. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'athlétisme, une discipline universelle qui fait vibrer les stades du monde entier, mais aussi nos clubs locaux au plus près des passionnés. Pour en parler, nous recevons un invité qui vit l'athlétisme au quotidien, Joris Chapon, qui est vice-président du comité Haute-Garonne d'athlétisme et coach du club de 632 athlétisme de Tournefeuille. Avec lui, on va découvrir son parcours, son engagement pour le développement du sport dans le département. Et bien sûr, on plongera dans une actualité brûlante, les championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent en ce moment à Tokyo avec leurs stars, leurs duels et espérons-le, de belles surprises côté français. Bonjour Joris. Bonjour Joris. Bonjour. Du coup, on va rentrer vite dans le vif du sujet. Avant de parler de l'athlétisme, tu te présenter en quelques mots et rappeler aussi ton parcours dans ce sport-là. Ouais, déjà, merci de me réinviter sur le podcast. C'est vraiment plaisant de pouvoir venir parler de ma passion. Donc, déjà, merci. Avec plaisir, comme on dit chez plaisir, nous. Ouais. Et pour me présenter rapidement, moi, j'ai commencé par être athlète avant d'être coach ou dirigeant. Donc, je suis pas de la région à la base, je suis de Saint-Étienne. Allez, les Verts. C'est ça, on n'oublie pas les couleurs. Mais du coup, c'est dans le nord pour vous, mais on va dire dans le centre de la France. Et j'ai eu la chance de vivre une petite carrière de sportif de haut niveau chez les jeunes, hein, pas chez les adultes, mais chez les jeunes. J'ai commencé, comme tout le monde, par un peu toutes les disciplines. Et puis après, je me suis dirigé vers le saut en hauteur parce que ça s'est fait de manière évidente. J'ai un record à 2,20 m et j'ai fait quelques titres de champion de France en espoir, quelques podiums chez les adultes. Après, ça s'est arrêté malheureusement à cause de blessures et ça a freiné ma progression. Mais du coup, j'ai basculé sur les études d'abord dans la recherche, puis après dans l'entraînement sportif et ça m'a permis d'avoir plusieurs casquettes, plusieurs visions et maintenant j'essaie de transmettre au mieux ma passion et de rendre un peu ce que j'ai eu en tant qu'athlète maintenant en tant que dirigeant ou même en tant que coach. Alors justement, tu es coach. On va faire la liaison au club 632 athlétisme de Tournefeuille. Ouais, alors je rectifie, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Vas-y. C'est bien l'athlète 632, il y a Tournefeuille, Cugnot, Fonsorbe et Plaisance, donc les 4 communes, faut bien les nommer, parce qu'après on va se faire taper sur les doigts. Mais c'est bien, il faut être précis. Il faut être précis pour nos auditeurs, il n'y a pas de problème. Ça permet de remettre les 4 localités qui s'investissent beaucoup sur l'ouest toulousain dans l'athlé. Et ouais, exact. Du coup, je suis coach là-bas et je suis aussi dirigeant pour le comité d'athlétisme. Qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle particulièrement du coaching de coach, oui. C'est de garder un pied dans l'athlétisme, hein. Moi j'ai l'habitude de dire que quand je pars de chez moi j'ai pas l'impression d'aller travailler. On a des relations particulières au travail, ça reste un métier passion, faut pas se le cacher. Je sais que j'ai de la chance d'avoir un job dans les métiers du sport, c'est pas donné à tout le monde. Le club m'a fait confiance, m'a donné l'opportunité d'avoir un contrat chez eux. Mon rôle, il est double. J'ai des catégories plus jeunes avec qui j'ai beaucoup de gestion, beaucoup de d'organisation à mettre en place et c'est hyper enthousiasmant. De quel âge à quel âge tu prends alors, j'ai la gestion des benjamins minimes, donc c'est U14, U16. Là-dessus, je suis référent au club, donc c'est un peu moi qui monte toute l'organisation, qui inscrit aux compètes, qui discute avec les parents, en lien avec le coordinateur sportif, mais
Mais on va dire que je suis le deuxième deuxième grosse tête à cette échelle-là du club. Et puis après, l'entraînement un peu plus pur et dur sur les cadets et plus grands au niveau des sauteurs et notamment les sauteurs en hauteur. Et là, du coup, je rentre pleinement dans ma passion. Ils sont plus grands, donc on a des relations qui sont un peu plus proches, plus fortes, et on est d'autant plus heureux ou mécontent quand ça marche ou ça marche pas. Mais c'est un métier passion, je leur dis, mais on est chanceux, des fois, c'est dur, mais je pense être chanceux de... C'est mixte, les équipes actuellement, ou tu t'occupes que des garçons? Comment ça se passe? Non, tout est mixte. Les équipes, autant chez les jeunes que chez les adultes, ça reste des équipes mixtes dans l'extrême majorité des cas. Donc on a des filles, des garçons, des petits, des grands. On balaye vraiment tous les âges et tous les types de profils. Et du coup, quel est vraiment ton rôle en tant que vice-président dans le comité de Garonne? Au comité, donc je suis vice-président du comité et c'est plus l'extension de ma présidence de la commission sportive des organisations. Donc là-dessus, on est responsable au comité, on est responsable de l'organisation des compétitions départementales déjà. Donc ça, c'est le gros du travail, que ce soit des tout petits jusqu'aux plus grands. On a cette organisation-là à gérer. Après, on a la formation des dirigeants et aussi des coachs qui est prise en charge, alors pas à tous les niveaux, mais on entre en compte là-dedans. Et puis on essaie de dynamiser au maximum la pratique de l'athlé dans le département. D'ailleurs, hier, on a conjointement organisé un colloque sur l'entraînement des U12 jusqu'au U16 avec la Ligue Occitanie. Les places sont parties vraiment comme des petits pains et on a vraiment explosé la jauge. Donc c'est qu'il y a une demande de terrain et on essaye d'y répondre au maximum avec la Ligue, là, pour le coup. Le 31 reste un département très peuplé, avec Toulouse, et très dynamique au niveau de l'athlé, très dynamique au niveau de la région, dans l'athlé notamment. Donc du boulot, mais c'est un juste rendu. Justement, sur le 31, tu dis que c'est assez grand, le 31, donc tu es amené à se déplacer sur le terrain, aller un peu voir d'autres clubs que uniquement Toulouse ou région toulousaine? Ouais, la partie que j'ai au comité, en tout cas, le but c'est d'enlever la casquette de coach du club de l'Athlé 632 et vraiment de valoriser au maximum tous les clubs, qu'ils soient petits, grands, et qu'il y ait des performances ou juste du loisir. L'objectif c'est de soutenir les clubs et de les mettre en valeur au maximum. C'est une nouvelle équipe qui est arrivée récemment, puisque tu es rentré au comité il n'y a pas très longtemps? Oui, alors il y a des réélections tous les 4 ans qui suivent un peu le schéma olympique avec du coup au niveau régional aussi, au niveau national aussi. Donc le but, l'équipe sortante voulait... certains voulaient passer la main, d'autres ne voulaient plus être au comité. Donc ceux qui restaient ont voulu redynamiser le comité et sont allés chercher des noms dont je faisais partie. Je me suis fait un peu, comme je dis, pris en otage, mais c'est un juste plaisir. Rendu des... Ouais, voilà, c'est... Bon, salut en tout cas toute l'équipe du comité qui vont nous écouter, j'espère, et on espère que ce comité va pouvoir se développer effectivement dans le bon sens. Est-ce que maintenant on peut parler des grands projets de ce comité départemental? Comme je disais, les grands projets, le but c'est de dynamiser ou de continuer de dynamiser le territoire. On a 4 clubs cette année qui ont joué dans la même poule interclub. Alors les interclubs, ça arrive en mai à peu près, c'est un peu le championnat de France des clubs qui arrive en mai. On est sur la ville de Toulouse. On avait 4 clubs de Toulousains qui étaient dans la même division. Donc la N1B, c'est équivalent de la 2e, 3e division française. Donc ça montre qu'il y a une certaine densité de clubs et de niveau dans le club. Donc faut répondre à ça, faut essayer de dynamiser, et de les d'accompagner ces clubs au maximum sans délaisser le reste. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été mis en place par l'ancienne équipe sur les plus jeunes, les U12, U16 dont on parlait tout à l'heure. Le format des compétitions a été revu, tout a été vachement retravaillé et l'objectif c'est de l'amener chez les plus vieux maintenant pour conserver au maximum les athlètes déjà présents et puis leur amener des compétitions qui les mettent dans les meilleures dispositions pour performer, aller au niveau régional ou national, voire international pour certains. On parlera un petit peu des acteurs effectivement de la région qui sont un peu les leaders au niveau français, qui sont issus du travail que vous faites aussi bien dans la Ligue que dans le comité départemental. J'ai envie de passer maintenant un petit peu sur l'événement qui aujourd'hui est en train de se passer à Tokyo. On va faire un bond de
de partir d'ici, de Toulouse, pour aller vers Tokyo. Et ce sont les championnats du monde d'athlétisme, des compétitions qui ont débuté depuis le 13 septembre et qui vont aller jusqu'au 21 septembre. Qu'est-ce qui t'enthousiasme particulièrement dans cette édition qui suit finalement les Jeux Olympiques? Exactement. Comme tu le dis, ça suit les Jeux Olympiques. Et ces championnats du monde qui arrivent après les Jeux Olympiques sont toujours très charnières. Parce que les athlètes, la majorité des gros athlètes de haut niveau planifient leur carrière de 4 années en 4 années sur des gros cycles de 4 ans. On a des gens qui sortent des Jeux Olympiques qui étaient un peu justes. Donc là, ils sont encore sur une pleine lancée. Et d'autres qui avaient un peu le climax aux Jeux Olympiques, donc qui sont un peu plus dans le dur physiquement, voire même dans leur carrière. Et puis qui arrivent un peu sur le déclin. Donc en fait, c'est un peu la croisée des deux mondes entre ceux qui montent et qui explosent tout et ceux qui sont un peu plus à la peine. Et du coup, c'est hyper enthousiasmant parce qu'il y a des nouvelles têtes qui sortent de nulle part, d'autres qu'on attendait qui sont pas là, on le verra sûrement tout à l'heure, mais du coup, ça fait des belles surprises à la Jimmy Gressier comme on avait pu avoir dans le week-end. Champion du monde, voilà, c'est ça. Quelques mots peut-être, on va s'arrêter sur cette performance extraordinaire qui a eu lieu pas plus tard que hier, je crois, ou avant-hier. Quelques mots sur ce coureur. Jimmy, en fait, ça fait depuis plusieurs années qu'il est dans le circuit, dans les catégories jeunes, notamment au niveau européen. Il a eu les titres sur du cross et puis même sur la piste. Donc, on a presque envie de dire que c'est une suite logique. Il n'y a rien de logique dans le sport de haut niveau. Je pense qu'on est tous d'accord ici. Ça reste un exploit monumental qui, pour le coup, est dans la continuité de sa saison. L'année dernière, il a eu pas mal de pépins physiques, de maladies avant les Jeux Olympiques. Ça a été compliqué pour lui. Cette année, en fait, son titre vient dans la continuité de ce qu'il est en train de faire. Il a gagné la Ligue de Diamant il y a 2 semaines de ça sur la distance ou sur le 5000 mètres, je sais plus. Mais sur une des courses. Et du coup, ça montre que c'est un personnage en forme. En plus de ça, il bénéficie d'une course où les leaders n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Ça s'est beaucoup regardé en début de course. Très tactique. Lui qui vient d'une distance un peu plus courte à la base a pu en tirer sa pointe de vitesse et du coup il coiffe tout le monde sur le poteau sur le dernier 100 mètres. Et je pense ce qu'il explique sur tout le travail qu'il a réalisé porte ses fruits le jour J au bon moment. Et c'est pas un spécialiste de la piste réellement, il est plutôt crossman. Ouais, il a débuté crossman, puis il est venu sur la piste. Il a d'abord été très fort sur les crosses, c'est un ancien footballeur, donc je pense que l'herbe, il aime ça. Mais il a vraiment des qualités exceptionnelles, il a une rigueur de travail et il faut le souligner aussi, il vient beaucoup dans la région, notamment à Font-Romeu, faire des stages en altitude, donc faut souligner le fait que la région reste dynamique sur l'athlétisme, notamment avec des pôles de performance comme on a à Font-Romeu. Donc c'est quelque chose, comme je le dis, c'est une suite logique qui n'est pas logique bien sûr, mais il a montré qu'il était en forme et il a su répondre le jour J dans la course qui lui était prédisposée. Et puis c'est un gros bosseur en tout cas. Parlons des stars qui sont à suivre. Quels sont les athlètes qui t'impressionnent aujourd'hui le plus par rapport à la compète qui arrive là, qui est en cours d'ailleurs. On sait qu'il y a bien sûr le fameux Duplantis qui lui a d'ailleurs encore gagné là, je crois que c'est Ouais, c'est officiel, il a encore battu le record du monde aujourd'hui. C'est une machine. Oui, exactement. Je pense que Thibaut Collet, on parle bien, le sauteur à la perche français, c'est vraiment, il y a Mondo Duplantis et les autres. On se pose pas la question de est-ce qu'il va gagner ou pas. Hein, ça, c'est plus la question d'actualité. L'actualité, c'est est-ce qu'il va battre le record du monde ou non. Là, le deuxième fait 6m05, il est à 25 cm de lui. C'est un monde, 25 cm à ces performances-là. Enfin, je pense que c'est l'athlète qui est en train de régner le plus sur sa discipline. J'irais presque à dire toute discipline confondue parce qu'il a vraiment aucun adversaire qui est capable de venir l'inquiéter, quoi. Notez que le concours, si je me trompe pas, présentait 4 anciens recordman du monde dans le concours de saut à la perche. 4 anciens champions du monde, je pense. Champion ou champion du monde. Recordman du monde, non, parce qu'il y a que Renaud Lavilloni, Mondo Duplantis qui sont alors, des champions du monde. Voilà. Ouais. Ce qui veut dire quand même que c'était un bon niveau. Oui, bien sûr. Et puis même pour une barre de 5m95, je crois qu'ils étaient encore 8 à la tenter. C'est ça. Donc je pense que c'est une des finales les plus relevées de l'histoire qu'on a eues. Et pourtant, il est 25 cm au-dessus de tout le monde. Donc c'est quand même quelqu'un qui est en train de marquer l'athlétisme de son empreinte à l'image d'Usain Bolt et qui est en train de tout détruire. Hein. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Il y a beaucoup de rivalité aussi sur ces championnats avec Karsten Warholm qui va vouloir reprendre
le lead vis-à-vis de Ray Benjamin sur le 400 mètres haies, Sydney McLaughlin-Lovren, qui est passé du 400 mètres haies. Là, on est chez les femmes. Ouais, au 400 mètres plat. L'inverse est plus souvent vu que ce changement-là. Souvent, c'est des gens qui sont un peu limites sur 400 mètres plat qui passent sur 400 mètres haies. Là, c'est vraiment... elle est en train de marquer aussi le sprint long de son empreinte parce que faire ce qu'elle a l'objectif de faire sur ces championnats, c'est quand même très très fort. Il y a aussi quelques grands absents. Est-ce que ça change vraiment la physionomie de ces mondiaux? Oui, comme je le disais, en fait, on est sur deux dynamiques souvent sur ces championnats-là. Ceux qui rebondissent fort après les Jeux Olympiques et qui sont encore sur une pleine croissance, et d'autres qui sont un peu plus en bout de course. Puis une année olympique, ça marque. Il y a ceux qui débreakent aussi. Exactement, ça marque le corps et l'esprit. Donc certains, comme Gaby Thomas, étaient un peu plus en retrait cette année. On a sur les haies, il est présent, mais toujours quelques absents, même au niveau français avec Kevin Mayer qui traîne des pépins depuis plusieurs années, qui a fait l'impasse cette année pour se remettre d'aplomb. Ça n'empêche que du coup ça laisse la place à des plus jeunes et des moins expérimentés qui vont pouvoir prendre de l'expérience, voire même qui peuvent aller faire des places intéressantes. L'univers a horreur du vide, donc quand le champion n'est plus là, comme on dit, quand le roi est mort, vive le roi. Donc il y aura tout le temps quelqu'un pour prendre la place. Du coup, parlons côté tricolore. Quelles sont nos chances de médaille à Tokyo pendant ces championnats du monde? Jimmy Gressier. Ouais, non, celle-là, elle était facile. C'était trop facile, ça. C'était la réponse facile. Non, mais à la perche, on l'a pas eu, mais quand même 3 Français en finale, ça montre que c'est une discipline qui va bien. 3 Français qualifiés sur les haies en demi-finale à l'heure actuelle, avec Jusqu'au Maté, William Bellossian et Sacha Zoya. Sacha Zoya est diminué, mais les 2 autres sont quand même en forme cette année. À voir ce que ça va donner. On a le demi-fond français en général qui peut très bien marcher et emboîter le pas de Jimmy Gressier. Chez les sauteurs, on avait quelques sauteurs en longueur mais qui ont eu des déconvenues, mais on a quand même Hilary Capcha qui est toulousaine pour le coup qui fait 4e, une belle place. Honnêtement, elle revient de loin parce que de très grosses blessures au genou et elle a longtemps galéré avant de revenir et surpasser son niveau antérieur à la blessure. Donc chapeau, c'est souvent on dit un peu la place du con, mais franchement c'est une belle 4e place. Elle a été longtemps sur le podium, ça s'est joué à peu de choses. Ça reste une belle place dans sa carrière et je pense que sa carrière est loin d'être finie, donc il faut, je pense, s'en satisfaire pour le moment, mais l'équipe de France vit bien ses mondiaux pour le moment et je pense que on va avoir quelques surprises encore. Alors, en tant que dirigeant de la région, du département, est-ce que ces grands rendez-vous internationaux ont une vraie impact sur la pratique en Haute-Garonne? Ouais, totalement. Moi, un peu dire, même, je dirais, comme les Jeux Olympiques, est-ce que on a un effet qui se coule, comme on dit exactement. Hein, la suite des Jeux Olympiques a amené du monde. On enchaîne direct avec 2 grands championnats cet hiver, plus un grand championnat cet été. Le nombre de licenciés augmente. Les clubs se portent bien et en fait c'est notre vitrine, donc forcément on en tire des bénéfices, et quand on voit des Jimmy Gressier, on est content de... Voilà, mais j'ai envie de te couper parce que on a l'impression, quand on a vu les Jeux Olympiques, les gens étaient un peu ronchons, on va dire, en se disant ouais, les athlètes. Est-ce qu'il y a un renouveau quand même? Est-ce que les jeunes reviennent à l'athlétisme? On avait eu un peu l'impression c'était une discipline qui était moins perçue par nos jeunes. Moins perçu par nos jeunes, en tout cas dans le 31, je pense pas. Au niveau international, oui, on a eu des années un peu compliquées. Je pense que c'est pas sorti pour les Jeux Olympiques, même si on fait une belle médaille et il faut pas l'oublier. J'ai l'impression qu'on tire les bénéfices de l'Olympiade parisienne maintenant. Et je pense qu'il faut surfer dessus, et justement la nouvelle équipe au niveau de la fédération essaye justement de vraiment relancer cette dynamique et surfer sur les bénéfices des Jeux Olympiques. On va essayer de faire pareil dans le 31 et d'emboîter le pas. Mais en tout cas chez les jeunes, oui, les championnats jouent un rôle majeur. Mais l'athlète n'a pas été boudé dans le 31 en tout cas. On a toujours été débordé dans les compètes et là-dessus on en est très heureux. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui voudraient se lancer dans l'athlétisme mais qui ont encore peur? Qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire et les motiver à se lancer dans cette discipline? Je leur dirais déjà qu'il y a forcément un club proche de chez vous. Donc déjà
il y a de quoi vous encadrer. Et puis surtout, il y a de quoi trouver son bonheur. Parce que qu'on soit fort, endurant, rapide ou bondissant, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui feront jamais un choix et qui feront du décathlon. Il y en a qui feront très vite un choix et qui feront directement de l'endurance ou du lancer. Mais vous avez qu'à regarder les championnats et vous verrez tous les gabarits du monde présents sur un seul stade. Et je pense qu'on est le seul sport au monde à être capable de faire ça. Donc venez comme vous êtes. Voilà, c'est la richesse de ce sport, de cet athlétisme. Comme tu dis, à courir, lancer, sauter, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Merci Joris d'avoir partagé avec nous ta passion, ton expertise. On te souhaite une belle saison avec le club et au comité de Haute-Garonne. Félicitations donc pour ta nomination. On retiendra que l'athlétisme est à la fois une école de vie pour les jeunes qui rejoignent un club et un spectacle incroyable à suivre avec les mondiaux de Tokyo qui nous réservent encore de grandes émotions d'ici la fin de la semaine. On vous souhaite une belle réussite aux athlètes français engagés et à toutes celles et ceux qui font vivre l'athlétisme au quotidien dans vos clubs locaux. Merci à toi encore Joris. Merci à vous. Merci à Joris. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Olivier Dubois. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Dubois, qui est le président du Toulouse Olympique 13. Avec lui, nous allons revenir sur le bilan de la saison régulière qui s'achève, l'évolution de l'effectif et la place donnée aux jeunes joueurs, le grand projet du club, retrouver la Super League, alors que la compétition va bientôt passer de 12 à 14 équipes, les projets d'avenir du TO, et notamment ses actions citoyennes et écologiques, et enfin une réflexion sur l'attractivité du rugby à 13 en France face au rugby à 15 et aux autres variantes. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Alors Adrien, première question. Peux-tu déjà te présenter, rappeler qui tu es et aussi le parcours qui t'a amené à cette présidence aujourd'hui? Alors, je suis Olivier Dubois, donc j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants. Moi, je viens du monde de l'automobile. Voilà, j'ai fait toutes mes armes j'ai démarré en 2004, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Et j'ai eu l'opportunité, il y a maintenant, ça va faire 2 ans, fin novembre, de prendre la présidence du TO. J'étais déjà partenaire. Et puis, de fil en aiguille, on a, avec toute une équipe autour de moi, on a pensé à prendre ce projet et de prendre la présidence et derrière de faire on va dire que le TO prenne une place importante dans le monde du sport à Toulouse et sur la scène européenne, puisque le TO joue dans le championnat anglais. Donc voilà, ça va faire 2 ans et on se régale bien. Merci en tout cas d'être avec nous, ça nous fait plaisir. Et en plus ça, on reçoit un président heureux. Et oui, un président heureux, puisqu'on est en demi-finale du championnat. Et voilà. Alors après avoir battu 46-22 Ernest Vallon après 3 mois d'absence donc à Toulouse, vous avez battu Battelet. On termine la phase régulière à domicile avec une belle note en consolidant cette 2e place. Quel regard on porte sur cette saison finalement, parce que ça a bien marché? Alors au début de l'année, j'avais fixé comme objectif d'aller en finale. Donc pour l'instant, l'objectif sportif, on va dire, il n'est pas encore atteint. Pour l'instant, tu vas pas démissionner, c'est bon. Non, voilà. Mais effectivement, depuis samedi à 17h, avec la victoire à Henslett à 68-6, ça nous a permis d'asseoir cette demi-finale à domicile. Donc ça sera le 28 septembre à 17h. Encore, on ne sait pas contre qui, ça sera la semaine prochaine. Il y aura un Bradford-Featherstone. Donc ça sera le gagnant de Bradford-Featherstone. Et puis
On essaiera de faire ce remake de l'année dernière et d'il y a 3 ans. Et en fait, les forces en présence, les deux équipes, vous les connaissez. Qu'est-ce qu'on peut estimer en fonction de l'un ou l'autre ? Oui, on les connaît très bien depuis maintenant des années qu'on joue contre eux. Bradford, c'est une très grosse équipe, très 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 sérieux. Ils ont fini 3e du championnat, juste derrière nous. On a gagné 2 points chez eux. Et chez nous, effectivement, on a gagné largement, mais chez eux, ça a été compliqué. Et Featherstone aussi, c'est une équipe qui est très accrocheuse. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra se méfier. Et pourquoi vous jouez à l'extérieur là, cette finale? L'année dernière, c'était aussi en finale. Une question comme ça qu'on peut se poser. Parce que ce sont les Anglais que... Non. Non. J'aimerais bien la recevoir à domicile. Mais il y a encore une petite chance, il y a une infime chance de la recevoir à domicile. C'est qu'en fait, sur le championnat à 13, celui qui finit premier a l'opportunité de jouer sa demi-finale à la maison. Et s'il gagne la demi-finale, il reçoit également la finale. Voilà, c'est le petit Graal, le Graal d'avoir fini premier du championnat. Par contre, s'il perd la demi-finale chez lui, et que moi je gagne la mienne chez moi, à domicile, on recevra la finale à Toulouse. D'accord, faut espérer que ça se passe dans ce sens-là. L'effectif des joueurs, on va en reparler un petit peu maintenant. On a vu éclore cette saison plusieurs jeunes talents. Entre autres, je pense à Baptiste Rodriguez qui a prolongé de 2 ans, d'après ce que j'ai pu lire, et de Benjamin Laguerre. Qu'est-ce que ça dit du projet du Théo ? On mise les jeunes ? Alors, depuis que je suis arrivé, on a un projet de faire grandir nos jeunes du centre de formation. Et dès la première année, on a fait signer 3 jeunes du centre de formation. Il y avait Benjamin Laguerre dans le lot. Voilà, il y avait Robin Brochon, il y avait Benjamin Laguerre, il y avait Pierre-Jean Lima, il y avait Dimitri Biscaron. Donc là, puis maintenant, d'année en année, on en rajoute 2, 3. Ça prouve que le centre de formation fait un travail formidable. On est le seul centre de formation agréé en France, il faut le savoir. Il est basé où, ce centre de formation ? Il est à Lautrec. Et on a si vous voulez, c'est cette ambition-là que j'essaie de faire promouvoir un peu ces jeunes, de les faire éclore et de leur faire apprendre le plus haut niveau et qui viendra après petit à petit alimenter notre équipe de France et qu'elle soit meilleure. C'est vrai que ça me tenait à cœur. Benjamin Laguerre, c'est notre meilleur marqueur du championnat. C'est 22 matchs, 22 essais. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'était très important de garder ce petit jeune issu du centre de formation, né à Marseille mais formé à Toulouse. Donc c'était très important pour moi, et le petit Baptiste Rodriguez également, c'est un bon joueur d'avenir. Est-ce que vous voulez renforcer ces stratégies que vous avez déjà mis en place ? Alors oui, on le renforce parce que vous allez voir dans les prochains jours. Je vous en annonce un peu. Allez, merci. Allez, voilà. Des exclus. Vous allez avoir le petit Trevor Chifolo qui a déjà fait des matchs avec nous en équipe pro, qui n'a pas de contrat, donc il va avoir son premier contrat. Il va y avoir le petit Hugo Garrigue, pareil, qui va avoir son premier contrat. On a des petits jeunes encore qu'on a sous notre coupe, Paolo Dall'Asta, et j'en passe. Donc on continue ce travail-là de formation qui va venir nous alimenter notre équipe première. Ouais. Encadré quand même par quelques anciens, quelques joueurs un peu qui ont de la bouteille, on va dire. Alors depuis que j'ai repris, c'est vrai que je fais pas la chasse aux personnes âgées, mais presque. Mais c'est vrai que maintenant la moyenne d'âge, elle a fortement diminué. On est quasiment l'équipe la plus jeune du championnat. Et je crois que celui qui a le plus, c'est 33 ans. Donc oui, effectivement, après il y a quand même des joueurs d'expérience autour de nous, et dont un qui est arrivé courant juillet, qui s'appelle Brendan Hans, qui a 40 matchs de NRL, qui vient du meilleur championnat du monde en Australie. Voilà, qui a fait le choix de nous rejoindre. Donc ça montre l'attractivité de Toulouse. Et donc effectivement, ces gens-là sont là pour encadrer les plus jeunes. Alors, la fédération anglaise a confirmé l'élargissement de la Super League à 14 équipes en 2026. Je crois que le Toulouse Olympique est candidat pour y revenir dès la saison prochaine. Comment avance ce dossier ? Alors, on est plus que candidat. On veut y aller, mais on veut y aller déjà depuis 2 ans. Donc, il faut savoir qu'il y a les 12 premiers qui ont leurs 12 meilleures notes. Ça s'appelle le grading IMG. Donc, vous savez, c'est le système de points, je vous rappelle. Où vous êtes noté donc sur 5 points sur le sportif, sur le merchandising, les followers, voilà, les réseaux sociaux, sur les infrastructures, voilà, et sur le financier. Et ces 4 points-là sur 5 vous donnent une note sur tout l'ensemble des clubs de Super League et de Championship. Et donc à partir de là, si vous êtes dans les 12 premiers, vous êtes automatiquement en Super League. Il faut savoir que l'année dernière, on a fini 13e à 0,2 dixième du 12e, qui était Salford. Salford aujourd'hui est en difficulté financière,
grosse difficulté financière, qui est dernier du championnat. Donc effectivement, on a cette prétention de pouvoir être dans les 12 premiers. Et ensuite, les deux autres places sont sur dossier. Donc on a fait le dossier, on a déposé le dossier vendredi, c'était la deadline. Et donc on est candidat effectivement à la Super League. Face aux Anglais, c'est difficile parce qu'il n'y a qu'une seule équipe actuellement en Super League qui sont les Dragons catalans. Effectivement. Ça serait bien d'être avec un autre club français. Il faudrait un peu avoir l'ouverture d'esprit, c'est vrai, nos amis anglais. J'aimerais rejoindre mes amis des Dragons catalans et je salue Bernard Gouache, le président des Dragons. Mais effectivement, c'est vraiment, j'aimerais apporter ça à la ville. Bon, en venant ici pour les sports, on estime que peut-être on vous donne quelque chose pour que ça fasse ce petit dixième qui vous manquait. Donc du coup, quelles sont vos forces pour convaincre ? Alors les forces, c'est très simple. Le sportif, ça fait 3 ans qu'on fait finale et cette année demi-finale. Donc il n'y a pas meilleur que nous derrière. Il y a les infrastructures. Aujourd'hui, on s'est doté d'un centre de performance qui est à Arnonay, qui permet de faire travailler nos joueurs dans d'excellentes conditions. Et je discute, on va dire, de plus en plus vivement, mais on discute parce qu'on est 3 présidents, il y a le président du DFC, le président du Stade Toulousain et moi-même. On discute pour eux, pour agrandir leur stade, et moi, avoir le mien. Donc effectivement, ça serait peut-être la réflexion d'Arnonay et de monter entre 6 et 8 000 places et d'avoir notre propre stade et notre propre économie. Donc, et puis également, on a cette force de pouvoir former les jeunes qui vont aller en équipe de France et qui vont également donner du fil à retordre aux Anglais, et ça c'est ce qu'ils veulent également, les Anglais. Voilà. Donc on a ces forces là. Et vos défis maintenant principaux ? Mon défi principal, le premier, c'est de gagner le championnat et d'accéder à la Super League, ça c'est clair et net. Ensuite voilà, j'ai à cœur de continuer à ce que le rugby à 13 à Toulouse, il y ait de plus en plus de monde. Aujourd'hui, il faut savoir que en moyenne c'est 3700 personnes par match. Quand j'ai pris il y a 2 ans, c'était beaucoup moins. L'année dernière, on a pris le parti de téléviser les matchs à domicile, vous savez, sur Via Occitanie. Malheureusement, cette chaîne aujourd'hui n'est plus. Mais l'année dernière, sur les 12 matchs, on a fait 300 000 téléspectateurs. Et cette année, j'ai pris le pari d'en téléviser 5. Et sur les 5, on a fait plus de 400 000 téléspectateurs. Donc ça montre l'engouement qu'il y a aujourd'hui et ça montre le travail qui est fait par les équipes pour avoir un maximum de visibilité. Et du coup, ça montre aussi que le rugby à 13 a une attractivité. Alors en parallèle de ça, le club s'engage aussi dans des actions citoyennes et écologiques comme le World Cleaning Day et puis pour la 3e année consécutive. Pourquoi c'est important ça ? C'est important d'être au cœur avec les citoyens. C'est vrai que cette année, on a pris le parti de faire des actions à tous les matchs. Il y a le match de l'inclusion, il y a eu le match également pour les différents assos, Maillot pour la vie ou d'autres. Il y a eu le match aussi, le match du Cleaning Day, il y a eu le match sport santé. D'associer la santé autour du sport. Chaque année, on essaye de faire des choses pour que, effectivement, il y ait un maximum d'associations, un maximum de gens qui se reconnaissent et qui viennent au stade et qui viennent nous supporter. Quels sont les grands projets à venir si on se projette un petit peu plus loin ? Bien sûr, il y avait la Super League, j'ai bien compris, mais en même temps, pour gonfler ce club, pour lui donner encore plus d'importance, est-ce qu'il y a des grandes idées qui sont pas encore sorties, mais qui sont dans ta tête en fait ? Il y a beaucoup d'idées dans ma tête, effectivement. Après, c'est vrai que comme je vous ai dit précédemment, le stade, d'avoir notre propre stade et notre propre économie, je vais aller plus loin, mais c'est vrai que d'avoir notre stade, d'avoir un restaurant, le restaurant du stade, de pouvoir accueillir nos spectateurs, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui trament dans ma tête. Après, ce que je peux vous dire aussi par certitude, c'est qu'à partir à fin octobre, on aura nos bureaux à Arnonay, donc 310 mètres carrés de bureaux, avec une boutique à demeure également à Arnonay. Donc on aura 2 boutiques à Toulouse, une boutique à Arnonay où joue notre équipe élite et une boutique à Ernest Vallon lors des matchs. Donc ça aussi, c'est encore un grand progrès. Donc il y a encore plein de choses à faire. Un élément de plus pour mettre dans le dossier de nos amis anglais. Ouais, un élément de plus, mais après aussi, je voulais faire un petit saut sur la partie associative. C'est la première année quand nous allons avoir une équipe féminine en élite. Donc au plus haut niveau du championnat français. Voilà, donc ça aussi, j'y attaché énormément d'importance. Et on aura même cette année 2 équipes féminines. En France, le rugby à 13 doit faire face ici au rugby à 15, au rugby à 7 et à d'autres disciplines. Justement, comment attirer davantage de jeunes vers le 13 ?
Alors moi je dirais pas faire face, on fait avec, parce que on est partenaire du rugby à 15, on est partenaire du rugby à 7, on est partenaire du foot, on est partenaire de tous les autres sports, on est même en complément d'autres sports. Donc c'est pas, je dirais pas faire face, au contraire. Mais c'est vrai que le rugby à 13 est beaucoup plus rapide, beaucoup plus physique, beaucoup plus... on tend vers, si vous regardez aujourd'hui le rugby à 15, ils tendent vers le rugby à 13. Ils veulent jouer debout, ils veulent jouer dès qu'on passe après contact, ils veulent jouer... Donc il y a de moins en moins, ils veulent faire de moins en moins de molles, moins en moins de touches, moins en moins de... Donc on tend vers là. Et effectivement, quand un bon joueur, ils disent tous qu'un bon joueur de rugby à 15 a fait ses armes en rugby à 13 ou en rugby à 7. Donc voilà, mais on est en train de travailler là-dessus pour amener un maximum de gens à 13 à l'assaut. Du coup, quelles sont vos actions que vous menez pour mener à bien toutes ces actions, toutes ces principales choses qui font que le rugby à 13 est différent du rugby à 15 ? Alors, personnellement, moi, c'est pas mon rôle. Le rôle, c'est le rôle du Rémi Dufour, le président de l'association. Moi, je suis un fleuron, on est un fleuron, on est là pour amener, on est là pour montrer la visibilité, effectivement. Et on l'aide au quotidien, on aide Rémi Dufour au quotidien avec ses équipes. Et on a des journées de détection, on met en place des journées de découverte, on va dans les écoles, on essaie de s'allier avec certaines écoles pour que y ait le rugby à 13 en sport. Voilà, donc on avance petit à petit vers ce que, on va dire, que les gens découvrent le rugby à 13. Et puis après, on met en place beaucoup d'actions pour qu'on vienne découvrir le rugby à 13. Par exemple, quand on a joué au minime, puisqu'il y avait 2 matchs délocalisés au minime, sous présentation de papier comme quoi vous habitez, donc dans le quartier des Minimes, les places étaient offertes. Et donc effectivement, il y a plein de gens qui se sont arrêtés devant le stade. Ah mais attendez, moi j'habite au Minime. Ah bah attendez, je vais chercher mon papier quand j'habite ici, je vous montre ça. Et ils sont rentrés, ils sont venus découvrir. Mais en partant, ils ont dit mais on reviendra. Ça fait plaisir quand on voit ça. Le président que tu es, quel message tu as envie de faire passer à tes supporters, aux supporters ou aux gens qui, comme tu viens de le dire, découvrent avec des grands yeux ce que c'est que le rugby à 13 ? Quel message on peut faire passer en vous encourageant bien évidemment, en espérant que vous gagniez cette année, pour que les gens viennent encore plus nombreux au rugby à 13 et voir le Théo ? Juste quand vous êtes fan de sport, venez au stade, venez nous découvrir, venez, c'est familial. Venez avec vos enfants, venez avec vos amis, venez voir ce sport que vous connaissez pas ou que vous connaissez peut-être, avec lequel vous avez pris du plaisir. Et puis à partir de là, je suis sûr que vous continuerez après derrière à revenir. Voilà, donc, mais en tout cas, on va tout faire pour cette année pour que on aille en Super League, et effectivement avec l'attractivité de la Super League, que ça amène encore plus de monde au stade. Alors j'allais dire on va pousser en mêlée, mais chez vous ça n'existe pas. Non, il n'y a pas. Donc on va être derrière le Théo. En tout cas, on a bien noté, donc le grand rendez-vous c'est dans 2 semaines. Et alors là, il y a peut-être un message à faire passer, ça se passe à Ernest Vallon. Toujours pareil, Ernest Vallon, c'est là où on joue nos matchs. Donc ce sera dimanche 28 septembre à 17h. À 17h, donc là, on peut venir nombreux et venir pousser derrière, enfin en tout cas, jouer avec vous. Merci Olivier pour ta disponibilité, la franchise de cet échange. On retient plusieurs messages forts, donc un club qui termine la saison régulière en pleine confiance et vise la qualification en demi-finale. Un effectif solide porté par des jeunes talents comme Baptiste Rodriguez et Benjamin Laguerre. Une ambition claire de retrouver la Super League alors que la compétition va s'élargir à 14 clubs, mais aussi une volonté de s'inscrire durablement dans la vie citoyenne et écologique de Toulouse. Le Théo 13 regarde donc vers l'avenir avec détermination et le rendez-vous est déjà fixé pour le 16 octobre, c'est ça ? Oui, ça sera la décision finale sera le 16 octobre. Voilà, date à laquelle sera connue la liste des 14 clubs élus en Super League. Quant à nous, nous continuerons à suivre l'actualité du rugby à 13 et bien sûr le Toulouse Olympique et dans Si on parlait de sport. Merci encore de ton passage dans notre émission. Merci à vous Olivier. Merci beaucoup. Retour au vestiaire, c'est la fin du match de cette 119e émission. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 119e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Daniel Irazu, Amélie Mahé, Bernard Pujol, Joris Chapon, Olivier Dubois. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et votre passion. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager, surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous, notre moteur. Et puis, depuis quelque temps, vous pouvez aussi rejoindre notre nouvelle association Et si on parlait de sport, devenez supporter. Et pour ce faire, vous pouvez nous joindre à nous. Allez voir sur le site internet, devenez supporter et vous pouvez nous apporter votre soutien, bien évidemment.
participer à des émissions et bien sûr continuer à nous encourager. Merci donc aussi à Adrien Picot qui nous a rejoint depuis peu et qui nous aide pour la préparation de cette émission. Chapeau à vous, partenaires LG Consultants, Imperconnect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport ?